13h sur RTI1 et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi, un avis stratégique du CESEC sur la lutte contre les changements climatiques. Un avis de 8 recommandations ambitieuses qui met l'accent sur la contribution des acteurs non étatiques dans la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire et qui propose aussi des actions concrètes et inclusives sur ce point. Préparatifs budgétaires pour l'année 2025. Les contrôleurs financiers et les structures contrôlées sont formés sur la réforme budgétaire et ses implications. C'est un atelier pour la bonne gouvernance des finances publiques en Côte d'Ivoire. On en sait plus dans ce journal. Et puis, l'actualité en Syrie qui a depuis 24 heures un Premier ministre après la chute dimanche dernier de Bachar al-Assad. Mohamed al-Bashir promet stabilité et calme au peuple syrien épuisé par plus de 13 ans de guerre. Responsabilité sociale et action institutionnelle. Le CESEC adopte un avis stratégique portant sur la lutte contre les changements climatiques. Un avis qui renforce la contribution des acteurs non étatiques dans la lutte contre les changements climatiques dans notre pays. Un document qui est destiné à éclairer les politiques publiques et gouvernementales. Des 8 recommandations qu'il compose seront soumises au président de la République, puis au Parlement ivoirien en attendant ce qui se présente dans ce guide pour les politiques publiques et gouvernementales est présenté dans ce rapport de Marie-Chantal Akanda. Le CESEC confirme son rôle stratégique en tant qu'organe consultatif sous la présidence de Jeune Aka Awele. Cette séance plénière a permis au président de l'institution de saluer avec ferveur le travail de l'Assemblée consultative. Mes vives félicitations au président de cette commission Environnement et qualité de vie, aux membres du bureau et ainsi qu'à tous les membres de cette commission pour le travail fourni qui, nous le croyons déjà, est de qualité. Les défis environnementaux sont énormes et les adresser demandent l'implication de tous. Ces prérogatives ont amené notre Assemblée consultative à engager une fois de plus, avec responsabilité et en toute efficacité, des réflexions sur la thématique environnementale. Le rapport adopté, fruit des efforts de la Commission Environnement et cadre de vie, s'appuie sur des expertises variées et des visites terrain, enrichies par des échanges constructifs et pertinents. Les acteurs non étatiques ont besoin d'accompagnement financier, aussi au niveau renforcement des capacités, pour que ces acteurs puissent jouer pleinement leur rôle en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. On a proposé également le renforcement du cadre juridique et légal. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui est un peu le porte-voix de la société civile, puisse continuer à jouer son rôle dans l'accompagnement des acteurs de la société civile. Les efforts de cette commission traduisent une démarche collaborative face aux défis environnementaux. Nous avons pris en compte les différentes observations et nous aussi fait des recommandations soumises à l'approbation de la commission cadre de vie. Ils ont fait vraiment un travail bien soutenu avec des propositions. On a apporté nos amendements et on les félicite pour ce travail qui a été fait. Cette session reflète l'engagement constant du Conseil économique, social, environnemental et culturel à promouvoir des actions durables et concertées pour répondre aux défis climatiques. Les préparatifs budgétaires pour l'année 2025 sont orientés sur la performance. Après l'examen du projet de loi des finances 2025 par le Sénat, les contrôleurs de gestion des finances publiques sont formés sur les procédures de contrôle des opérations budgétaires de l'État. Un atelier pour la bonne gouvernance des finances publiques en Côte d'Ivoire qui est rapporté par Léon Prou. 4 ans de mise en œuvre du budget programme, mais collaboration encore mitigée entre contrôleurs financiers et structures contrôlées, entre autres conclusions du rapport 2024 de la Direction du contrôle financier sur le contrôle de la gestion des opérations budgétaires. La Direction du contrôle financier est d'abord le premier conseiller du RFIM et c'est plutôt de trouver des solutions et non pas créer des problèmes. Il y a des pans de la réforme qui tardent à se mettre en œuvre. Je parlerai par exemple du contrôle sur les collectivités territoriales et les districts autonomes. Nous savons qu'il y a des appréhensions, mais nous rassurons.
que notre rôle, c'est d'abord d'accompagner et puis d'aider à faire le moins d'erreurs possible. À visiter donc les prérogatives du contrôleur financier, contrôle des dépenses publiques, appui aux structures contrôlées à la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle, évaluation des 10 dispositifs internes et de la performance des structures publiques. Des missions dans le cadre de la réforme budgétaire à travers 3 dispositifs dont le guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion des ministères. Une formation appuyée par la tutelle pour prévenir tout manquement. D'aucuns aiment à dire que des acquisitions sont faites, mais parfois ces acquisitions-là disparaissent. Nous devons aujourd'hui garantir et sécuriser la disponibilité de ces matières. Les attentes liées à la réforme en matière de contrôle financier devront atteindre leur pleine application à compter de la gestion budgétaire 2025. Monsieur le ministre engage la direction du contrôle financier et l'ensemble des parties prenantes à la correcte mise en œuvre des dispositions contenues dans ces manuels et guides, gage de la pleine réussite du volet contrôle financier de la réforme budgétaire. En ligne de mire donc de cet atelier de 5 jours, bonne gouvernance des finances publiques, notamment gestion efficace du budget de l'État pour l'exercice 2025, arrêté à plus de 15 000 milliards 339 millions de francs CFA. Et vu qu'on parle de réforme, intéressons-nous à ce changement à la tête de l'organe de régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Une passation des charges à l'ANARE. Brice Kouassi administre pour les 6 prochaines années l'autorité nationale de régulation de l'électricité de Côte d'Ivoire. Il a reçu son cahier de charges des mains de son prédécesseur, Youssouf Fofana, suivant ce récit de Jean-Luc Bangbo. Brice Kouassi tourne une nouvelle page dans sa carrière publique. L'ancien secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a été nommé le 20 novembre dernier à la tête du Conseil de régulation de l'ANARICI par le président de la République. Dans ses premières déclarations en tant que président, il a insisté sur l'importance de sa mission. Cette marque de confiance dont j'apprécie la valeur, eu égard à l'importance du secteur de l'électricité et de l'ampleur de la mission de régulation de ce secteur stratégique, m'amène d'emblée à prendre l'engagement de ne ménager aucun effort afin de mériter cette confiance. Avant lui, Youssouf Fofana, après 6 années de mandat, a dressé un bilan empreint de satisfaction. Je pars confiant et rassuré que l'ANARICI entame une nouvelle ère de succès. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il me plaît de rappeler que l'ANARICI a pour mission de contrôler le respect des lois et règlements ainsi que des obligations résultant des autorisations aux conventions en vigueur dans le secteur de l'électricité, préserver les intérêts des usagers du service public de l'électricité et protéger leurs droits. Brice Kouassi sera accompagné de 4 nouveaux membres, eux aussi investis dans leurs fonctions ce même jour. Avec cette passation, une nouvelle dynamique s'enclenche à l'ANARICI pour consolider les acquis et relever les défis à venir dans un secteur essentiel au développement du pays. Dynamique et ambition restent focus sur les objectifs avec les étudiants en fin de cycle de l'INFAS. Ils ont été évalués dans le but de l'obtention du diplôme d'État selon leur spécialité. Sage-femme, maïeuticien, infirmier, technicien supérieur ou encore auxiliaire de santé. Et à Boaké, plus de 2000 impétrants, nous disent Gervais Kouassi et Soroko Rona, ont eu à composer récemment. On regarde. 2079 candidats, filles comme garçons, de l'Institut national de la formation des agents de santé INFAS de Boaké sont face à leur copie pour l'obtention du diplôme d'État après 3 années de formation académique. Les filières concernées sont infirmiers, sages-femmes, techniciens de biologie médicale, auxiliaires en soins infirmiers et obstétricaux. Les responsables de l'INFAS de Boaké, qui avaient à leur côté les autorités administratives et des cadres de la santé, ont visité les salles et amphis de composition à l'effet de se rassurer du bon fonctionnement des épreuves, mais aussi de prodiguer des conseils aux candidats. Madame, vous vous invite à conserver ce même niveau d'engagement, ce même niveau de rigueur, d'application, de sérénité, parce qu'il y va de la crédibilité de nos diplômes, de l'excellence de notre système de santé et du rayonnement de l'INFAS. Des candidats ont bien voulu se prêter à notre micro avant et pendant la composition. Un peu stressé, mais ça va.
Je suis confiante parce que j'ai étudié pour ça. Je suis relax, je ne suis même pas stressé. Bon, grâce à Dieu, tout va bien se passer. Les époux sont abordables. Vie très confiante. Le premier responsable de l'antenne de l'INFAS de Bouaké se veut rassurant sur la qualité de la formation reçue par ses étudiants. Les étudiants qui vont sortir de cette école à l'issue des examens auront un niveau assez acceptable pour relever toutes sortes de défis, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire. Les résultats sont attendus dans une semaine à compter du dernier jour de composition prévu pour le mardi 10 décembre 2024. Les femmes sont à l'honneur avec le Empower Science Expo 2024, un forum pour encourager les filles à s'intéresser à la science. Une occasion de leur présenter des modèles dans le domaine de la technologie, nous dit Astou Touré. Créativité, innovation, leadership féminin au centre de l'édition 2024 de Empower Science Expo. Une initiative de l'organisation féminine Science au féminin pour encourager les filles à s'intéresser au domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Notre programme WISH, qui est un programme d'incubation et qui accompagne les jeunes femmes, les étudiantes en particulier dans les formations scientifiques, à pouvoir travailler sur des projets, faire des prototypes et exceller, un peu sortir de leur créativité, sortir de leur zone de confort en fait, pour aller vers l'entrepreneuriat scientifique. Une action qui se veut dynamique et inspirante, regroupant des femmes de tout horizon pour partager, exposer et apprendre à travers diverses activités. J'ai constaté que les sciences étaient tellement fantastiques et avaient plein d'avantages. Moi, j'ai fait la robotique et j'ai vu les trucs que nous pourrons faire de plus en plus. Avec la science, nous pouvons révolutionner le monde. Encourager nos jeunes filles, nos femmes à embrasser les carrières en technologie et en ingénierie, de façon à les rendre participatives dans toutes les activités de notre pays. Expositions et démonstrations scientifiques, expositions ventes, conférences et panels, sessions de mentorat étaient au menu de l'édition 2024. Des femmes maîtresses de tous les secteurs, des initiatives inclusives et ouvertes aussi aux personnes handicapées. C'est en tout cas la vision du gouvernement ivoirien. Et ce ne sont pas les initiatives qui manquent à l'appel quand on parle de prise en charge de personnes vivant avec un handicap en Côte d'Ivoire. Une priorité nationale rappelée dans cet élément de Générosa Quadio et Khalil Demandé. L'inclusion sociale des personnes en situation de handicap occupe depuis bien d'années une place de choix dans la politique gouvernementale. À l'occasion de la Journée internationale des handicapés, Fofana Fatou Soro revient sur les actions du gouvernement à la tribune Tout Savoir Sûr du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Chaque citoyen, quelle que soit sa situation, a droit à une vie digne et épanouie. Le gouvernement a initié des actions pour renforcer l'intégration sociale et économique des personnes en situation de handicap, en concentrant leurs efforts sur 4 axes majeurs, à savoir le cadre juridique, l'éducation, l'emploi et l'assistance sociale. Malgré ces efforts, des défis restent encore à relever. Selon les données partagées, près de 20% des personnes en situation de handicap éprouvent des difficultés liées à leur intégration sociale et économique. Le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a été créé par décret pour soutenir leur intégration dans le monde du travail sous forme de financement des employeurs, de création de micro-entreprises gérées par des personnes en situation de handicap. Les défis sont importants et exigent une synergie efficace et renforcée entre tous les acteurs. À ce jour, plus de 2300 personnes en situation de handicap ont été recrutées au niveau de la fonction publique. Voilà un système d'inclusion sociale qui participe au développement en Côte d'Ivoire. Et nous avons pour exemple Harikoka, où des infrastructures nouvelles et inclusives sont ouvertes. Il s'agit de bâtiments pour l'administration, l'éducation et la santé. Kader Sogodogo nous en dit davantage. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté, accueilli à Harikoka par des chants et danses. Les raisons. Voilà l'ambulance que le président de la République nous a donnée pour vous remettre. Bonne arrivée.
Ambulances, travaux au centre de santé rural, de nouvelles salles de classe pour le collège, des travaux de construction des bureaux et de la résidence du sous-préfet, routes, etc. Arikoka peut humer le parfum du développement dont les senteurs envahissent toute la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de remercier le président de la République pour sa proximité avec sa population, pour avoir pensé à la population de Arikoka. C'est la concrétisation de la parole donnée, la parole du président de la République qui est aujourd'hui concrète et visible, palpable par les parents. Le message est clair. La Côte d'Ivoire ira de l'avant avec tous ses enfants. Voilà la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara construit. C'est une Côte d'Ivoire qui apporte le bonheur. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un, une femme veut accoucher, s'il y a des complications, je ne souhaite pas, on puisse la prendre rapidement. Dès mars 2025, le sous-préfet de Arikoka, Pascal Kaaba, dont les compétences ont été saluées par le ministre Ibrahim Khalil Konaté et la population de la localité, prendra possession de ses bureaux. Voilà des dons qui répondent aux besoins essentiels des populations d'Arikoka, tout comme des toilettes qui sont un besoin essentiel à la société. À Abidjan, il est constaté leur insuffisance, ce qui occasionne de nombreux désagréments dans les rues. Une difficulté aussi pour nos communes et surtout pour la santé publique. Suivons ce constat de Serge Coléa. À la Ciel-Mer, dans la commune de Yopougon, ce groupe de personnes du troisième âge et à la retraite pour la plupart, se retrouvent régulièrement autour de causeries. Cet après-midi, Paul et ses compagnons évoquent l'environnement malsain. Là, c'est ici on fait veiller les petits coins dans l'obscurité là. C'est là, quand quelqu'un est dans le besoin, il va faire son dépotoir. Même le manguier sous lequel nous sommes ici, là, dans les racines. Cette situation est symptomatique de l'inexistence de toilettes publiques dans certains points stratégiques des communes du district d'Abidjan. Pour se soulager, il faut parfois enfreindre les règles de bienséance. Souvent, quand on est coincé, on doit se déplacer, chercher les coins qui sont pour reculer. Il y a d'autres personnes qui, pour se soulager, sont obligées de se mettre uriner un peu partout. Souvent même là, les gens viennent pissonner là, on parle fatigué, ils refusent. Il y a d'autres, mais si tu veux parler même, ils vont te frapper même. Ils te demandent si c'est ici, tu dors. À Abidjan, lorsque vous vous retrouvez pris par un besoin pressant en plein cœur de la ville, rechercher des toilettes devient un parcours du combattant. Aujourd'hui, là, le pays est propre, les rues sont propres, mais il n'y a pas de latrines. On va pisser dans les caniveaux, les latrines sont très importantes. Au grand marché d'Adjamé, certains commerçants ont flairé le business. Face à ce manque criard de toilettes publiques, ils mettent à disposition des latrines payantes. Au Black Market, pour exemple, il faut débourser entre 50 et 100 francs CFA pour se soulager. Sauf que l'entretien de ces locaux laisse à désirer. Bonjour les odeurs et dégâts collatéraux sur la santé. C'est pas propre, souvent c'est ça. Et puis surtout pour nous les femmes aussi là, c'est pas propre. Il y a d'autres là, moi-même vraiment quand tu rentres dedans même là, vraiment, tu n'as pas le choix, tu es juste obligé de rentrer parce que tu veux te soulager. Quand c'est comme cela là, ça peut nous créer plus d'infections par rapport aux femmes, pour les hommes aussi là, il y a beaucoup de maladies. À Cocody, la commune chic du district d'Abidjan, la municipalité a pris des mesures pour éviter que les rues soient des urinoirs à ciel ouvert. Elle a installé des lieux d'aisance. Le service est gratuit. À Koumassi également, la municipalité a pris des dispositions. À Koumassi, nous avons pratiquement 5 lieux de toilettes publiques que nous avons construits. Nous sommes d'ailleurs en discussion avec d'autres opérateurs économiques pour aussi, lorsqu'il y a des grands rassemblements, prévoir toujours au cours de ces manifestations des toilettes mobiles. Les cas de Cocody et de Koumassi ne courent pas les rues de la capitale économique. La question des toilettes accessibles au grand public semble être reléguée au rang de priorité secondaire. Si vous demandez aux gens de ne pas faire leurs besoins sur la voie publique, mais effectivement, il faut leur donner des solutions. Si des solutions temporaires existent, un programme adapté et durable doit être mis en place pour améliorer la situation.
Les toilettes publiques, un besoin qui reste encore à combler dans nos communes. Un autre fléau à décrier dans ce journal, l'excision. Il faut faire cesser ces mutilations génitales féminines et c'est le combat de cette campagne de sensibilisation que présente Khalil Diomandé. Malgré l'évolution de nos sociétés, l'excision demeure une pratique traditionnelle appliquée dans bien de communautés en Côte d'Ivoire. Pour atténuer l'ampleur de ce phénomène, l'ONG Les Orchidées Rouges a mis en place durant 4 mois une campagne de sensibilisation dans 5 villes du pays. À Boaké, l'excision se pratique, mais se pratique en cachette. Nous avons recueilli aussi des témoignages d'élèves qui ont été excisés. Il y a une, elle dit qu'elle a fait plusieurs examens et malheureusement, elle ne pourra pas enfanter. Afin que il y a des communautés, eux, ils attendent que la femme se marie d'abord. Eux, c'est arrivé là-bas lors de sa première grossesse que les gars font l'excision. Pendant qu'elle est en train d'accoucher, donc c'est à ce moment que les vieilles en profitent pour couper. Franchement, depuis que j'ai commencé à sensibiliser les femmes, elles ont beaucoup compris. Financée par l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire, la campagne a permis de toucher 50 000 personnes. On est parti d'Abidjan et on est passé par Boaké, par Korogo, par Danané, par Touba, par Ferkessédougou, où on a vraiment mené une grande campagne de sensibilisation auprès des communautés, mais aussi auprès des leaders religieux communautaires. Nous avons aussi fait des renforcements de capacités. On veut pérenniser ces actions, on ne veut pas en rester là parce que les mutilations génitales féminines continuent. Donc tant qu'elles vont continuer, nous devons continuer à agir. Pour faciliter la prise en charge des jeunes filles et femmes touchées par les mutilations génitales, une unité de soins pluridisciplinaires a été mise en place. En 2023, 115 victimes y ont été suivies. Voilà, l'excision, une pratique cruelle à dénoncer pour mettre fin à ces actions contre les filles et les femmes sur le territoire ivoirien. Parlons de culture à présent avec cette remise de matériel d'une valeur de 226 millions de francs CFA. Il s'agit du ministère de la Culture et de la Francophonie qui équipe 16 directions régionales. Le reportage de Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. 16 directions régionales de la culture et de la francophonie reçoivent du matériel informatique et bureautique d'une valeur de 226 millions de francs CFA. Ces dons sont composés entre autres d'imprimantes, d'ordinateurs et de câbles d'alimentation. C'est un sentiment de joie parce que, on l'a toujours dit, Madame la ministre se préoccupe toujours de nos conditions de travail et la remise ce matin de tout ce matériel-là témoigne effectivement de ce qu'elle est attentionnée par rapport aux conditions de travail d'ADR. Ce matériel permettra de renforcer les capacités des directions régionales. La ministre de tutelle, Françoise Remarque, exhorte les récipiendaires à en faire bon usage. Mon objectif est donc de pouvoir vous mettre à niveau et mettre à niveau tous les services qui bénéficieraient au mieux-être et au quotidien de tous les agents. Et c'est une préoccupation majeure du gouvernement et une exigence du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Chers directeurs régionaux, en vous exhortant à faire un bon usage de ce matériel et à cultiver, vous l'avez dit, plus que jamais, la fierté d'appartenir au ministère de la Culture et de la Francophonie. Après cette première vague de remise des équipements, le ministère de la Culture et de la Francophonie envisage d'équiper entièrement ces 32 directions régionales. Et si la lecture était inscrite au cœur de l'éducation, c'est en tout cas une proposition du Salon du livre pour enfants et adolescents, le SALEA 2024, une 7e édition qui invite les parents à lire et à faire lire leurs enfants, une édition qui se tiendra les 12, 13 et 14 décembre prochains au Palais de la Culture de Trècheville. Générosa Quadio et Khalil Diomandé nous y invitent. Dédié aux apprenants de la maternelle à la terminale, le SALEA 2024, le Salon du livre pour enfants et adolescents, vise plusieurs objectifs. Inculquer le goût de la lecture, promouvoir la culture d'achat de livres, offrir une plateforme d'expression aux professionnels de la bande dessinée et rapprocher les élèves du monde littéraire.
La lecture a de nombreux avantages. Avec le temps, les enfants qui prendront goût à la lecture découvriront qu'elle permet de communiquer et de partager des idées, de s'informer, de comprendre des instructions, de plonger dans des univers qui stimulent leur imaginaire, de développer la patience et la capacité de concentration. De grandes innovations au cœur de cette 7e édition. Le ministère de la Culture et de la Francophonie fait intervenir dans ses activités la découverte de l'intelligence artificielle, la découverte du livre audio, la bande dessinée. Le ministère initie cette année des prix littéraires pour enfants et adolescents. Le CLEA, c'est 3 jours de gaieté et de fête autour du livre, avec des échanges entre auteurs et jeunes publics. Le Saléa 2024 se tiendra les 12, 13 et 14 décembre au Palais de la Culture de Trècheville sous le thème « Parents, lisons et faisons lire nos enfants ». Voilà, rendez-vous pris pour ces 12 au 14 décembre 2024 au Palais de la Culture. Une passation de charge au niveau de la gestion des églises Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Le docteur Charles-Marie Condé est le nouveau président du Bureau national de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Le point de Amakadi Koné et Jean-Marc Djadji. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a un nouveau bureau exécutif national. À la tête de ce bureau, le docteur Charles-Marie Condé, élu pour un mandat de 5 ans. Il prend officiellement fonction en présence de ses pairs. Après 10 années à la tête des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, le président sortant, Honoré Daplex, dresse son bilan. Notre leitmotiv, c'était de bâtir une église unie, forte et conquérante. Nous avons travaillé dans cette optique. Il fallait positionner l'église dans différents modèles au plan international. Par la grâce de Dieu, nous avons pu le faire. Ce qui nous tenait à cœur, c'était d'implanter 5000 églises. Et là, nous avons également atteint l'objectif. Nous avons dépassé l'objectif des 5000 églises. Le pasteur Charles-Marie Condé, nouvellement investi, lui, veut s'inscrire dans la continuité des actions de son prédécesseur. En nous fiant à l'Éternel, nous voulons dire que nous sommes confiants. Confiant que Dieu, par sa grâce, nous soutiendra comme il l'a fait par le passé pour ceux qui nous ont précédés et compter aussi sur la prière des uns et des autres pour nous aider à aller de l'avant. Tout à l'heure, le message que nous avons écouté nous a invités à la continuité. Certainement, il y aura de la continuité. Cette cérémonie de passation marque le début d'une nouvelle mission pour les églises des Assemblées de Dieu, avec une ambition renouvelée de servir la foi et la communauté. Et dans le diocèse de Yamoussoukro, nous parlons de l'église catholique. Le père Marcelin Oulaï est le nouveau curé de la paroisse Saint-Marcel de Tiendiécro. Suivons son installation dans ce point de l'Orgoretti et Soro Corona. Jour de fête à la paroisse Saint-Marcel de Tiendiécro dans le diocèse de Yamoussoukro. C'est la messe d'installation et de possession canonique du père Marcelin Oulaï, premier curé de la paroisse. Il s'engage à être un modèle et à observer les lois ecclésiastiques. Je suivrai avec une obéissance chrétienne ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteur authentique et maître de la foi. Il est installé par l'évêque de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka, pour 3 ans renouvelables une fois. En Jésus-Christ, ton Fils, présent et agissant dans ta sainte Église, regarde avec une paternelle bienveillance le nouveau curé de cette nouvelle paroisse à qui tu confies une portion élue de ton troupeau. Fais que la communauté paroissiale naissante de Tiendiécro, placée sous le patronyme de Saint-Marcel, grandisse et s'édifie en temple saint de ton esprit. En présence des populations et des cadres du village, le père curé a reçu les clés de la paroisse. C'est une grande joie pour nous parce qu'on a mené cette bataille depuis des années. La population souffrait par manque de bergers pour conduire ce troupeau. Nous sommes venus communier en esprit, prier pour chacun d'entre nous, prier pour les dirigeants de ce pays et nous espérons que la paroisse de Tiendiécro va donner de bons fruits, qu'on aura de bons chrétiens
qui vont s'aimer partout l'amour en Côte d'Ivoire. Auparavant, Chapelle, l'église a été érigée en paroisse le 17 juin 2020. Le nouveau curé assumera toutes les responsabilités, entre autres la prédication de la parole, la gestion des biens de la paroisse et doit être un modèle de vie et de prière. Et il y a aussi du nouveau en Syrie où le nouveau Premier ministre en charge de la transition, Mohamed al-Bashir, a donné sa première interview à la chaîne Al Jazeera. Il a promis stabilité et calme au peuple syrien qui est épuisé par 13 ans de guerre. Mohamed al-Bashir, 41 ans, est engagé depuis plusieurs années en politique et devra assumer ses nouvelles fonctions jusqu'à mars 2025. C'est une figure politique alternative bien connue dans le pays. Il était à la tête du gouvernement de salut national d'Idleb, la province d'où proviennent les rebelles islamistes qui ont fait tomber le pouvoir Bachar al-Assad. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal traduit pour vous en langue des signes. Un journal inclusif qui reviendra demain à 13h et je vous retrouverai également à cette même heure. À 20h ce soir, retrouvez Marie-Laure Ngoran pour une nouvelle édition sur l'actualité d'ici et du monde. Excellent après-midi sur RTI1.